le Coca-Cola. Connu, populaire et totalement unique. Mais son nom recèle également un secret aussi étrange que désastreux. L'entreprise est non seulement populaire, mais elle a également été impliquée dans des violations de droits de l'homme, l'extraction illégale des eaux souterraines et des pratiques commerciales trompeuses. Pour détourner l'attention de toutes ces accusations, Coca-Cola a investi plus dans des campagnes publicitaires douteuses que presque toute autre entreprise du monde entier. Le plan a semblé fonctionner, mais seulement à moitié. En 2020, l'entreprise avait réalisé un bénéfice net de 9,5 milliards de dollars. Mais au cours de ces quelques dernières années, le fabricant de boissons a été plongé dans de nombreuses crises. Vous en êtes-vous déjà demandé les quelques raisons? Mais surtout, comment Coca-Cola est-elle devenue l'une des marques les plus populaires du monde entier? Et quel prix l'humanité a-t-elle dû payer pour recevoir ceci? Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions. Mais une chose est sûre, on ne bâtit pas un empire avec de l'eau sucrée en disant toujours la vérité. Avant de plonger avec vous dans le monde des boissons gazeuses, pourquoi ne pas nous laisser un like ou même un commentaire afin de nous aider à continuer à vous faire découvrir des histoires d'origine passionnantes à l'avenir. Nous sommes au 19e siècle aux États-Unis. À cette époque, les gens avaient largement perdu confiance dans les médecins traditionnels en raison du manque d'éducation ainsi que du taux de mortalité croissant suite aux traitements médicaux. Pour cette raison, des guérisseurs ou des charlatans ont commencé à expérimenter avec divers remèdes maison. Le résultat était, pour la plupart du temps, des concoctions complètement inefficaces, voire peut-être parfois dangereuses et souvent préparées avec divers produits chimiques dont on ne connaissait pas les implications. Vin Mariani, l'un de ces remèdes, pouvait soi-disant guérir n'importe quelle douleur et la plupart des maladies. La condition était de boire 3 verres par jour de cette concoction. Mais alors, qu'était réellement Vin Mariani? Il s'agissait en fait d'un mélange de vin ainsi que de cocaïne, ce qui nous fait comprendre à quel point tous les mots ont mystérieusement disparu lorsqu'on consommait cette boisson. Mais alors, qu'est-ce que Vin Mariani a à voir avec notre sujet d'aujourd'hui? Eh bien, pour comprendre tout ceci, il nous faut maintenant nous tourner vers un homme qui a fait l'éloge de cette boisson et qui en a lui-même consommé plus que nécessaire. Cet homme s'appelle John Pemberton. John est né le 8 juillet 1831 à Knoxville, en Géorgie. Il a toujours été intéressé par la médecine et a donc étudié à la faculté de médecine de l'Université de Géorgie. Lorsqu'il obtient son diplôme finalement en 1850, il n'avait à cette époque aucun plan concret quant à l'endroit où son voyage de vie le mènerait. Il travailla donc tout d'abord comme pharmacien dans diverses villes de Géorgie ainsi que d'Alabama. C'est à cette époque qu'il acquiert le surnom de Doc, après avoir acheté une licence médicale temporaire pour seulement $5, et ce à l'âge de 19 ans. 2 ans plus tard, il quitte son emploi de médecin et s'installe cette fois à Columbus, une autre ville de Géorgie. Il y rencontre une jeune femme dont le père est un homme d'affaires influent et tombe amoureux d'elle. Le nom de cette jeune femme, Anne Eliza Clifford Lewis. Bien que la jeune femme n'ait alors que 15 ans, il décide de l'épouser en 1853 et la porte dans ses bras. Malheureusement, peu de temps après, sa chance a tourné. Les expériences de John en tant qu'officier de la guerre civile entre le Nord et le Sud de 1861 à 1865 furent bien sûr loin d'être souhaitables et l'ont marqué à tout jamais. Tout d'abord, il a été grièvement physiquement blessé ainsi que les images déchirantes qu'il a vues l'accompagneront pour tout le restant de sa vie. Avant la fin de la guerre, John revient, s'installe cette fois à Atlanta et décide de soigner les souffrances des blessés ou des malades avec cette fois un remède naturel. Il est donc allé dans sa cuisine et a commencé à travailler sur une boisson qui pourrait plus tard être achetée sous le nom de Pemberton's French Wine Coca. John affirmait qu'il était efficace contre divers symptômes tels que les maux de tête, la fatigue et les problèmes digestifs et qu'il favorisait même une bonne santé au quotidien. Pas étonnant, étant donné que la boisson était composée de vin et d'extraits de feuilles de coca. En bref, de la cocaïne. Avec un tel remède, il n'est pas étonnant que le mélange de John a très vite commencé à faire des adeptes et il vendit 888 bouteilles un samedi de l'été 1885. C'était un succès complet. Cependant,
Un changement dans la législation américaine mettrait bientôt fin au boom de son entreprise. Bien conscient par les problèmes posés par la forte consommation d'alcool dans le pays, le gouvernement américain de l'époque imposa une restriction sur la vente de boissons alcoolisées. Aujourd'hui, on sait bien sûr tous qu'ils avaient toutes les raisons de procéder à ces changements stricts, car les États-Unis avaient une république d'ivrognes. Les historiens ont découvert que les citoyens de l'époque consommaient 26 litres d'alcool pur par habitant. Et par habitant, on compte également les femmes et les enfants, donc c'était sûrement bien plus élevé pour les hommes également. D'ailleurs, pour vous donner une idée des quantités, aujourd'hui, le chiffre par américain est de 8,9 litres d'alcool pur par an, énormément moins. Mais alors, qu'est-ce qui transforme une nation entière en alcoolique à plein temps ? Eh bien, les conditions de vie n'étaient pas vraiment roses. La plupart des gens souffraient d'une mauvaise alimentation, le régime blanc était connu à l'époque, composé de viande et de mélasse et provoquait une malnutrition critique. Les étés longs et chauds des États-Unis du Sud engendraient des insectes et provoquaient la détérioration de la nourriture. Un autre facteur est que les blessés de guerre revenaient peu à peu avec des plaies ouvertes et infectées pour lesquelles à l'époque il n'existait aucun remède adéquat. La pauvreté d'après-guerre signifiait que les gens ne pouvaient trouver un certain soulagement que dans des petites bouteilles d'alcool brune. Ceci étant dit, revenons-en maintenant à John Pemberton. Il se trouvait désormais confronté au problème de devoir modifier sa prescription pour ce médicament, car il ne pouvait pas le vendre régulièrement en raison des restrictions en matière d'alcool. Ça coûtait bien sûr énormément d'argent. Et John avait une très mauvaise habitude, il avait toujours besoin d'argent. Il l'empruntait, mais ne le remboursait jamais. Son désespoir l'a donc conduit vers sa femme ainsi que son beau-père, à qui il a emprunté 10 000 $ américains. Au cours de cette conversation familiale, John a discuté des aliments artificiels qui satisfont les besoins physiques ainsi que de son projet pour les fabriquer. L'histoire raconte d'ailleurs que l'un des neveux de sa femme a plaisanté en disant « Aucun produit chimique ne peut améliorer le lait, les œufs et le pain au petit déjeuner ». Mais John ne s'est pas laissé convaincre et est resté fidèle à son idée originale. Dans les années 1970, il est un homme extrêmement connu car ses laboratoires étaient utilisés par les Géorgiens pour tester des produits chimiques agricoles. John était extrêmement respecté dans la société. Cependant, cette popularité ne le satisfaisait pas. La boisson était toujours dans son esprit et ça le hantait. Ainsi, en 1879, il se tourne exclusivement vers la fabrication de médicaments brevetés ainsi que de sa boisson Coca-Cola. Cependant, l'invention de la nouvelle boisson gazeuse n'a pas été son seul succès. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il y avait à ses côtés un autre homme, un ami nommé Frank Mason Robinson, un vétéran de l'armée américaine qui l'a soutenu même dans les premières années de son entreprise alors qu'elle était au bord de la faillite, et ce, bien que John ait tenté de le chasser de l'entreprise à ce moment-là. John a appelé sa boisson Coca-Cola une sensation d'intelligence accrue et le sentiment que le corps possède un nouveau pouvoir jusqu'alors inconnu de l'individu. En bref, une fois encore, de la cocaïne. Pour vous aider à comprendre pourquoi la cocaïne était considérée comme un remède à cette époque, il faut vous raconter l'histoire d'un homme qui a fait une expérience personnelle. Nous sommes maintenant en 1884, lorsque Ulysses S. Grant mordit dans une pêche et ressentit une douleur fulgurante. C'était si fort qu'il a cru avoir avalé une abeille. Peu de temps après, le médecin lui a fait part de son diagnostic et lui a annoncé qu'il souffrait d'un cancer de la gorge. Ulysses vivait à l'époque dans une petite ville d'Atlanta et il était sous l'observation constante des habitants. Une chose qu'il avait apprise de son combat contre le cancer était qu'il ressentait un soulagement lorsqu'il prenait un nouveau médicament fantaisiste appelé la cocaïne. L'homme qui lui vendait la drogue était en fait un pharmacien corse nommé Angelo Mariani. Aujourd'hui, bien évidemment, il est inimaginable d'assimiler la cocaïne, une drogue, à un médicament. Imaginez que vous n'en savez pas grand-chose à cette époque. Tout ce que vous savez, c'est que cela soulage la douleur et la souffrance, et ça en fait un médicament pour vous, pas vrai ? Nous avons donc ici John ainsi que Frank qui expérimentent la désormais célèbre boisson Coca-Cola qui va un jour changer le monde. Mais avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, il a bien sûr fallu à la boisson gazeuse un long chemin ainsi que de nombreux changements au cours de son histoire.
Nous sommes maintenant en 1886. Les étés à Atlanta sont chauds et à peine supportables pour les habitants. La population était pauvre, mais à l'époque, n'importe qui aurait dépensé un petit centime pour une boisson fraîche et désaltérante. L'astuce consistait donc à trouver la bonne formule. Les boissons gazeuses ou aromatisées aux fruits n'étaient pas nouvelles, elles existaient déjà depuis le début du 19e siècle, mais Coca-Cola, lui, n'existait pas encore. John et Frank en étaient totalement conscients. C'est donc comme ceci qu'ils ont décidé qu'il était primordial de tenter leur chance. Un jour, John quitte sa maison, remplit d'eau son seau de 40 litres, le fait bouillir sur le feu, fait fondre le sucre ainsi que de la caféine et mélange le tout avec une cuillère en bois. Ensuite, il a ajouté du caramel pour lui donner du goût ainsi que de la couleur. Il est maintenant temps d'équilibrer le goût sucré, alors il ajoute du sirop, du jus de citron vert, de l'acide citrique ainsi que de l'acide phosphorique et il a laissé le tout refroidir. Ensuite, il a créé une saveur unique composée d'extrait de vanille, d'élixir d'orange, de certaines huiles ainsi que d'herbes et d'un parfum de fleurs d'oranger. Et bien sûr, sans jamais oublier la cocaïne. En ajoutant la noix de cola africaine, John avait déjà affiné le vin de coca pendant la restriction de l'alcool aux États-Unis. Il a d'ailleurs admis plus tard avoir strictement respecté la recette française du vin de coca lors de la formulation de sa boisson, sauf bien sûr un tout petit détail, les extraits de noix de cola. Mais la noix de cola contient bien sûr de la caféine, pas de la cocaïne, et n'est donc pas plus efficace que le café ou même le thé noir. C'est alors que l'idée naît chez John. Il a la révélation. Il voulait inventer une boisson gazeuse contenant des extraits de caféine, mais qui puisse résister aux boissons chaudes comme le café et le thé pendant les insupportables mois d'été, et en même temps être considéré comme un remède. Lorsqu'il déclare son idée à Frank, ils ont réalisé cette vision et ont réussi à produire cette fameuse boisson gazeuse. Le Coca-Cola était né. Cependant, il y avait un gros problème. Le goût était d'une amertume complètement dégoûtante à cause de la noix de cola et John réalisa que les gens pouvaient l'accepter avec des médicaments peut-être et probablement même s'y attendaient, mais ça ne convenait pas du tout à une boisson rafraîchissante qui devait faire plaisir. Ils ont donc passé des semaines à essayer d'améliorer suffisamment la saveur pour la rendre supportable. Ça n'a pas été facile, mais ils n'ont jamais décidé d'abandonner. La percée s'est produite lorsque John a réduit l'extrait de noix de cola à une seule goutte et l'a remplacé par de la caféine artificielle qui était également amère, mais bien sûr pas aussi amère que la noix de cola. Alors, la première publicité de Coca-Cola de John, qui avait imprimé sur tous les contenants de médicaments, disait « Coca-Cola, délicieux, rafraîchissant, enivrant, revigorant ». La nouvelle boisson gazeuse populaire contient les propriétés de la plante de coca et de la célèbre noix de cola, en vente chez Willys Venable ainsi que Nunnally & Rawson. Willys Venable ainsi que Nunnally & Rawson étaient des fabricants de boissons locaux. Aujourd'hui, Coca-Cola prétend que le nom n'a rien à voir avec les ingrédients, mais était-ce vraiment le cas ? Eh bien sûr que non. Le nom de l'entreprise Coca fait référence, bien entendu, à la fameuse cocaïne et Cola à la noix africaine contenant de la caféine. D'ailleurs, l'idée originelle pour le nom de la boisson ne vient pas de John, mais il s'agit de celle de Frank qui a rapidement décidé de changer le K de Cola en un C pour des raisons déjà visuelles et c'est ainsi que le nom est né. Un nom bien sûr que tout le monde connaît aujourd'hui à travers le monde entier. Pour en revenir au slogan publicitaire de John, ce n'était pas seulement son premier, mais presque son dernier. Un jour, il se tordait tellement de douleur qu'il crut que quelqu'un l'avait empoisonné. Le diagnostic était une gastrite. On ne peut bien sûr que supposer quant aux raisons de sa maladie, mais il était manifestement tombé gravement malade après avoir peaufiné sa recette du Coca-Cola. On peut donc suggérer que cela provenait d'une consommation excessive de son soda à la cocaïne. L'entreprise était désormais entre les mains de Frank, qui resta et se battit de toutes ses forces pour la préserver. Je savais que Coca-Cola se vendrait bien. Le problème, c'était la publicité. Il fallait d'abord savoir faire connaître aux gens le produit.
C'est là sans doute qu'a commencé l'incroyable ferveur publicitaire dont Coca-Cola continue de faire preuve aujourd'hui et qui est d'ailleurs très souvent controversée. Mais bien sûr, nous en reparlerons en détail plus tard dans cette vidéo. Frank a directement décidé de joindre le geste à la parole et a investi dans 500 panneaux publicitaires de rue, 1600 panneaux d'affichage ainsi que 45 panneaux en étain ainsi que des banderoles publicitaires. Le succès qui en a suivi a été impressionnant pour John et Frank. En 1887, ils avaient déjà vendu près de 1000 bouteilles de sirop Coca-Cola à diverses pharmacies ainsi que fabricants de boissons. Il était clair pour lui que ce succès était dû à sa publicité zélée. Peu de temps après cela, John se leva de son lit de malade et enregistrait l'étiquette Coca-Cola Syrup and Extract auprès de l'Office américain des brevets le 28 juin 1887. Un point qui nous a surpris à ce stade est qu'il n'a pas déposé le brevet au nom de son entreprise, mais à son nom privé, ce qui était assez inhabituel à l'époque. Pour le coup, tout s'est bien passé entre les deux partenaires, mais la joie n'a pas duré très longtemps. En effet, très peu de temps après ce succès tonitruant, John retombe gravement malade et a constamment besoin de davantage d'argent. Une déclaration qu'il a faite à cette époque suggère qu'il avait en fait une sinistre et bien perspicace raison d'enregistrer le brevet à son nom privé. Un jour, il a appelé un vieil ami nommé George Lowndes, qui était un investisseur et vendeur de drogue, et il lui a déclaré « Je suis malade et je ne pense pas pouvoir un jour me lever du lit ». Alors, avait-il prévu d'emporter le brevet dans sa tombe ? John avait récemment tenté de vendre l'entreprise à Venable, un fabricant de boissons local, mais eux aussi avaient peu de temps après fait faillite. Imaginez simplement être à la place de John. Vous avez un ami et un partenaire à qui vous devez énormément. Ne serait-ce donc pas la chose la plus évidente à faire de simplement lui laisser l'entreprise après votre décès pour repayer vos dettes ? John a plaidé auprès de Lowndes jusqu'à ce qu'il accepte l'accord et lui donne cette fois $1 200 américains. Lowndes savait que le moral de John en matière de remboursement était proche de nul, mais il le considérait comme un vieil ami et souhaitait réellement l'aider. C'était le Sales Day à Atlanta, une journée ensoleillée mais pas très chaude également. Le destin a suivi son cours et un autre homme est apparu, John S. Candler, qui est un autre vieil ami de la famille, et il rencontre Frank. Les deux se connaissent depuis longtemps. Lorsqu'ils commencèrent à discuter après un long moment, Frank raconta à son vieil ami Candler comment les choses se passaient au sein de son entreprise. Il avait réalisé que John voulait se débarrasser de lui et cela, naturellement, le mettait extrêmement en colère. Les événements qui ont suivi, peu de temps après, ont mis en lumière l'orientation du succès de Coca-Cola. Lowndes ainsi que Venable ont finalement payé à John, qui avait toujours besoin de davantage d'argent et n'était pas en état de gérer son entreprise, la somme dérisoire de $283,29 pour racheter Coca-Cola. Pour vous donner une petite idée de ce à quoi cela équivaudrait à taux de change actuel, $283,29, cela équivaudrait à environ 2566 € au taux de change de nos jours, et ce pour acquérir la société Coca-Cola. Asa Candler, cousine de John Candler, investit alors dans Coca-Cola et contrôle donc la majeure partie de l'entreprise. Les enquêtes ont révélé par la suite qu'Asa n'était peut-être pas propriétaire de la totalité des actions, puisque certains des documents contiennent de fausses signatures. On ne saura d'ailleurs probablement jamais exactement ce qui s'est passé par la suite, puisque Asa a fait brûler les premiers documents, peut-être pour brouiller les traces. Peu de temps après, le 6 août 1888, John mourut finalement des suites de sa maladie, et ce seulement à l'âge de 57 ans. Le plus triste est qu'il n'a pas vécu assez longtemps pour voir l'énorme succès de sa création qui caractérise les décennies qui s'en sont suivies. Mais ce n'était pas une tâche facile pour Asa ainsi que Frank, car au début des années 1890, les gens se rendirent compte que la cocaïne était une drogue et qui créait une dépendance accrue. À ce stade, il faut présenter un nouvel homme qui joue un rôle fondamental dans l'histoire d'origine de la fabrication de la boisson Coca-Cola. Cet homme s'appelle Sam Dobbs. Il est le neveu d'Asa et, dans son ambition, il souhaite diriger l'entreprise et former une nouvelle direction. Il prend soudain en charge toutes les activités de gestion commerciale et tente d'imposer ses idées de toutes ses forces. En effet, depuis qu'il a goûté pour la toute première fois le fameux soda en 1889, il a été complètement enthousiasmé et voit un immense potentiel en ce produit.
Mais même lui n'avait pas de solution à la forte teneur en cocaïne du soda qui devait avoir une solution. Pendant ce temps, Assa et Frank ont continué à travailler sur la solution et ont réussi à réduire au minimum la teneur en cocaïne de la boisson gazeuse en 1891. Les ventes se sont poursuivies avec un succès et sans aucun nouvel obstacle. Un jour, Sam parle avec son oncle Assa d'une nouvelle idée innovante. Il souhaitait mettre la boisson en petites bouteilles pour faciliter sa vente aux particuliers. En effet, jusqu'à présent, la boisson gazeuse était servie dans un verre sous forme de sirop avec du soda. Son oncle n'aime pas forcément cette nouvelle idée, et c'est ainsi que cela s'est produit comme cela devait se produire. Des sentiments familiaux, combinés à des opinions commerciales différentes, amènent les deux hommes à se distancier dans une dispute désagréable sur cette fameuse mise en bouteille. Dans son ressentiment, Sam décide de ne pas abandonner son idée. Il voit le potentiel de la commercialisation du Coca-Cola non seulement comme un remède pour les malades, mais simplement pour tout le monde, par plaisir. 1894 est finalement l'année de la mise en petite bouteille. Mais ce n'est pas simplement anodin, Sam a continué à persister et ses deux avocats, nommés Benjamin et Joseph, sont venus trouver Assa et lui ont suggéré de commercialiser le Coca-Cola de la même manière comme Sam le lui avait prédit plus tôt. Assa pensait toujours que l'idée était complètement stupide, parce qu'encore une fois, la mise en bouteille était extrêmement difficile et peu répandue. Mais Benjamin et Joseph ont déclaré qu'ils supporteraient tous les frais et tous les risques, alors Assa a finalement accepté et signé le contrat qui lui donnait tous les droits d'embouteillage de Coca-Cola en échange d'une petite commission. On le sait tous aujourd'hui, les bouteilles de Coca-Cola ont connu un énorme succès, mais il y avait toujours un problème. Assa ne pensait pas que les bouteilles se vendraient aussi bien et n'avait donc pas réfléchi au contrat qu'il venait de signer. Aucune date limite ou modification de prix n'était prévue au cas où le coût de production du sirop de cola allait augmenter. À cette époque, une canette de sirop Coca-Cola coûtait moins de $1 à produire et se vendait 1,5 $. Cependant, Assa avait accordé à ses embouteilleurs un contrat d'une durée indéterminée, ce qui a donné lieu à de nombreux litiges juridiques au fil du temps. Au cours des quelques décennies qui s'en sont suivies, la société Coca-Cola a déboursé des millions de dollars pour racheter certains de ces droits qu'ils avaient concédés sans y prêter attention. Quoi qu'il en soit, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter pour Assa à l'époque car les ventes de la boisson étaient plus élevées que jamais et continuaient sans plus jamais s'arrêter d'augmenter. Bien sûr, il ne s'agissait pas seulement du produit puisqu'il existait déjà de nombreuses autres boissons et il ne faut d'ailleurs pas oublier que Coca-Cola était une copie d'une autre boisson existante, le Vin Mariani. Il ne fait aucun doute que la raison de cette croissance rapide était le marketing agressif de la société de Coca-Cola. Coca-Cola est une entreprise qui s'est consacrée à la publicité ainsi qu'à ses astuces publicitaires psychologiques plus que toute autre compagnie au cours de sa longue histoire d'existence. Au début du XXe siècle, cette guerre commence à prendre des proportions complètement extrêmes. À cette époque, Assa investit la somme énorme de $10 000 dans ses premières publicités dans des magazines américains. Cette fois, le moins qu'on puisse dire est que le marketing agressif a été poussé à l'extrême. Tout tournait autour du sexisme, et pas seulement envers les femmes, mais aussi envers les hommes, l'amitié, l'amour, la liberté, l'union, et j'en passe. C'est ce que tout le monde voulait, et c'est ce que tout le monde associe à Coca-Cola. L'entreprise avait inventé une ingénieuse tactique publicitaire pour les petits innocents. Regardez par exemple, un camion illuminé traverse la froide nuit d'hiver de Noël au son d'une joyeuse musique chorale. Au-dessus de lui, une grande photo du Père Noël sourit aux spectateurs avec bien sûr une bouteille de Coca-Cola à la main. Les jeunes enfants en particulier ont toujours associé Coca-Cola à une ambiance de Noël harmonieuse. Mais est-ce moralement juste ? On sait déjà tous que les sodas n'ont pas vraiment leur place dans les mains des enfants en raison de leur teneur élevée en sucre ainsi qu'en caféine. Ce n'est simplement pas bon pour la santé. Et pourtant, c'était une décision tactiquement intelligente de la part de la fabrique. Pourquoi ne pas cibler dès aujourd'hui les clients de demain ? De belles jeunes femmes posant de manière sexy suggéraient une idée du monde de riches ainsi que de belles choses.
Surtout dans l'Allemagne du Troisième Reich, des images publicitaires de ce type n'avaient jamais été vues auparavant. La vente de produits sexuels est peut-être normale selon les normes actuelles, mais à l'époque, il s'agissait d'une toute nouvelle façon de faire de la publicité pour des nouveaux produits. En 1902, le prochain différend éclata, cette fois entre Sam et Frank. La raison à cela ? Une publicité réalisée par Sam dans laquelle un athlète dit littéralement « Les autres joueurs peuvent boire autant de whisky, de bière ainsi que de vin qu'ils le veulent, je préfère toujours Coca-Cola ». Sam voulait établir un lien entre le sport ainsi que l'activité physique à travers cette fameuse publicité, mais Frank n'aimait pas du tout l'idée. En plus, il y avait une autre chose entre eux deux. Ils se battaient en fait secrètement afin de pouvoir prendre le contrôle de l'entreprise lorsque Assa a finalement quitté cette entreprise. Les publicités deviennent alors de plus en plus agressives. Le Coca-Cola est complètement partout. À la télévision, dans le journal, dans les magazines, dans la rue, Sam avait posé le logo rouge de Coca-Cola sur la ville comme un tapis de publicité. Si vous regardez les films hollywoodiens du milieu du 19e siècle, vous verrez qu'il n'y en a pas un seul qui n'ait pas une sorte de référence au Coca-Cola. C'était en fait une des premières fois que la publicité était aussi omniprésente et agressive. Le monde est tombé sous le charme du Coca-Cola, qu'il l'ait voulu ou non. Les tactiques de Sam ont joué sur le psychisme de chaque individu. Il était intelligent et savait ce qu'il fallait faire pour rendre les gens accros au soda. Malheureusement, pour une raison quelconque, Assa ne l'a pas vu de cette façon et a cédé son poste à son fils Asa Kendler Jr. en 1916. Ce fut le coup fatal pour Sam, qui ne s'en remettra jamais. Frank trouvait également complètement incompréhensible qu'Assa préfère son fils à lui en tant qu'employé fidèle. Asa Jr. était extrêmement sous-estimé par les deux hommes. Il savait quel était son nom et il voulait être à la hauteur de son héritage. Il deviendra en fait le héros des années 1930 à 1940. Il a fait de Coca-Cola un tel succès que l'entreprise a investi la somme énorme à l'époque de 53 millions de dollars par an dans leur stratégie publicitaire à partir de 1960. Mais à ce moment-là, Coca-Cola avait déjà un concurrent, le célèbre Pepsi, dont on parlera un peu plus en détail prochainement. Mais regardons tout d'abord une autre étape importante de l'histoire de Coca-Cola. Il s'agit des ingénieuses tactiques de survie pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale exigeait avant tout une chose de la part du plus grand fabricant de boissons d'aujourd'hui, de la persévérance. Avant le début de la guerre, en 1939, les ingrédients nécessaires à la production des boissons gazeuses étaient déjà si rares ou si chers que Coca-Cola était à peine rentable pour les produire. En Allemagne, la boisson gazeuse était déjà disponible et très populaire en 1933. Cependant, durant les années suivantes, le sentiment anti-américain s'est accru à cause des nazis et avec lui le sentiment anti-Coca-Cola bien sûr. Au pays, le fabricant de boissons a fourni aux Alliés 17 000 caisses de Coca-Cola au front. L'entreprise se fait ainsi un nom pendant la guerre, mais ensuite, quelque chose de différent s'est produit qui a failli mettre fin au règne de Coca-Cola. Nous sommes le 7 décembre 1941. Des soldats américains dorment paisiblement dans leur cabine à Pearl Harbor. Ce qu'ils ne réalisent pas à ce moment-là, c'est que des avions de combat ennemis sont en train d'approcher. Le Japon bombarde et déclare la guerre aux États-Unis. Ce jour, qui est resté dans l'histoire comme la plus grande attaque surprise contre l'armée américaine, restera à jamais gravé dans les mémoires. Pour Coca-Cola, surtout, ça ne signifie qu'une seule chose, ils étaient laissés pour compte. 6 jours seulement après l'attaque de Pearl Harbor, l'Office fédéral de la gestion de la production a réduit de moitié l'approvisionnement en sucre. Aïe. Coca-Cola a tenté de faire valoir qu'elle devrait être exemptée du rationnement du sucre étant donné que Coca-Cola était un produit important durant la guerre. Ce qui est en fait absurde, c'est que le gouvernement a fini par accepter, car l'entreprise avait versé d'énormes sommes d'argent au Parlement en cachette. Quand on achète la bonne volonté des critiques avec des dons, eh bien on appelle ça du lobbying. Du coup, tout le monde était convaincu que Coca-Cola maintiendrait le moral et donnerait le regain d'énergie nécessaire aux soldats américains. Le sentiment était au beau fixe. Le président de Coca-Cola de l'époque, Woodruff, avait promis que tous les hommes en uniforme, qu'ils soient au front ou non, recevraient une bouteille de Coca-Cola et ce pour la modique somme de 5 cents.
Cette décision était tout à fait la bonne, même si l'entreprise a perdu de l'argent à cause du bas prix de sa vente, car Coca-Cola a créé un lien si fort entre Coca et l'effort de guerre aux yeux du peuple et surtout des soldats qu'ils en sont ressortis gagnants. Mais en fait, pas seulement cela. Dans les coulisses, Woodruff avait conclu un accord avec le gouvernement et ce, afin d'obtenir de l'argent pour pouvoir construire des usines à l'étranger. Pendant la guerre, pas moins de 64 usines Coca-Cola ont été construites partout dans le monde, la plupart financées par le gouvernement américain ou plutôt les contribuables. Fait intéressant, aujourd'hui il n'y a que 2 pays au monde où le Coca-Cola n'est pas vendu, Cuba ainsi que la Corée du Nord. Les soldats américains étaient si reconnaissants que Coca-Cola leur ait offert un morceau de chez eux en plein temps de guerre qu'ils sont devenus les plus grands partisans du fabricant de boissons. Et dites-vous également que ça allait même jusqu'à l'Allemagne nazie. Là-bas, Max Keith, un nazi américain que les Allemands avaient chargé de gérer les sociétés Coca-Cola dans les pays occupés ainsi qu'en Suisse, essayait de se démarquer de tout ce qui concernait les États-Unis et affichait souvent le logo Coca-Cola à côté des croix gammées. Depuis que le Coca-Cola a été connu comme la boisson américaine par excellence, la sympathie pour elle a diminué. Otto Dietrich, alors directeur de la presse allemande, a déclaré « L'Amérique n'a jamais autant contribué à la civilisation mondiale que le chewing-gum ainsi que le Coca-Cola ». Cela signifiait que l'approvisionnement des ingrédients vers l'Allemagne était extrêmement limité bien sûr. Max Keith a alors eu l'idée de produire une nouvelle boisson gazeuse que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Fanta. Leur plan a fonctionné, le Fanta est devenu la boisson préférée des nazis. Le Japon prévient, avec Coca-Cola, nous avons apporté dans le pays les bactéries d'une maladie de la société américaine. En 1945, les États-Unis avaient remporté plusieurs victoires de guerre. Ils avaient l'impression de gagner des guerres partout dans le monde entier et Coca-Cola veillait à ce que sa boisson gazeuse soit toujours proche du front de la guerre. En Allemagne, cependant, l'entreprise était confrontée à un défi majeur. En effet, les Allemands étaient convaincus qu'il était malsain de boire des boissons froides et en plus de cela, les réfrigérateurs n'étaient pas courants dans tous les foyers à l'époque. Sous la direction de Ray Powers, Coca-Cola a encore une fois utilisé une de ses astuces publicitaires. Coca-Cola, dégustez-le glacé. Coca-Cola, définitivement glacé, ou encore Coca-Cola, la boisson gazeuse glacée. Il jouait ceci sur toutes les radios en Allemagne. Mais derrière ces slogans se cachait un message bien plus terrible, l'association avec le mot glace. Hitler, par exemple, devait être froid comme la glace pour faire ce qu'il faisait bien entendu, et non sentimental ou affectueux. C'est devenu en fait un mot à la mode parmi les Allemands à l'époque, et après tout, les Allemands ont commencé à l'aimer. En tout cas, un rapprochement entre les nazis et Coca-Cola n'a jamais été redouté. Si vous regardez les jeunesses hitlériennes par exemple, elles constituent un groupe idéal pour l'entreprise des boissons qui cherchait toujours à attirer les clients du futur. En contrepartie, Coca-Cola sponsorisait les magazines et publicités de propagande. Cela peut vous dégoûter, mais une main en a lavé l'autre. Julius Streicher, rédacteur en chef du journal antisémite Der Stürmer, était non seulement un fidèle partisan du Führer, mais il publiait également des publicités pour Coca-Cola dans son journal incendiaire. Mais le vent a finalement commencé à tourner à mesure que la fin de la Seconde Guerre mondiale approchait et que les Américains prenaient conscience de ce qui était en train de se passer sous le Troisième Reich. Une humeur dépressive s'est répandue. Sans plus tarder, les États-Unis ont coupé l'approvisionnement en additifs de l'usine allemande Coca-Cola qui avait rempli sa première bouteille de Coca à Essen en 1929. Et ce n'est pas tout, les camions rouges Coca-Cola sont devenus des camions de guerre aux couleurs de camouflage qui transportaient des armes au lieu cette fois des boissons gazeuses. Pendant un certain temps, il n'y avait tout simplement plus de Coca-Cola en Allemagne. Jusqu'au jour de 1947, une voiture rouge aux lettres inimitables descend une longue rue. Les gens applaudissent. Coca-Cola était revenu au pays avec des slogans forts tels que « Nous sommes de retour » ou « Coca-Cola est de retour ». Et une fois encore, le nom de la boisson gazeuse laisse aux clients des sentiments harmonieux.
Au milieu des maisons et des rues déchirées par la Deuxième Guerre mondiale, de la grisaille, de la méprise et de l'obscurité, un camion rouge vif transportant des boissons sucrées apparaît finalement et réveille la cohésion ainsi que la fierté du peuple avec des slogans comme « Nous sommes de retour ». L'ère du noir et blanc a commencé aux États-Unis dans les années 1950. Aujourd'hui encore, Coca-Cola nie toute forme de racisme au sein de ses propres rangs. Cependant, la vérité est quelque peu différente et bien plus effrayante. À l'époque, le fabricant de boissons était confronté au problème suivant. Ses ventes aux Noirs américains aliéneraient les Blancs. À cette époque, la discrimination à l'égard des Noirs était considérée comme une norme sociale. Cela était dû à la politique de ségrégation raciale alors connue sous le nom de Jim Crow. Mais Robert Woodruff, alors directeur général de Coca-Cola à Atlanta, ne se souciait pas trop de ce comportement raciste, car pour lui, les clients noirs étaient également des clients payants. Ainsi, au début des années 1950, il s'arrangea pour diffuser des publicités Coca-Cola dans les magazines afro-américains. Une décision plus qu'intelligente. Au début des années 1980, les Américains ont commencé à prendre conscience de l'importance de la nutrition. Woodruff a alors constaté cette évolution et s'est rendu compte que Coca-Cola, en tant que leader incontournable des boissons gazeuses de son époque, et compte tenu de l'excès de sucre dans les boissons, il lui fallait de toute urgence une nouvelle innovation. Il a dès lors mis tous ses techniciens au travail sur une nouvelle boisson et ils ont expérimenté avec acharnement jusqu'à finalement parvenir à présenter une boisson gazeuse avec le même goût, mais avec un minimum d'acide phosphorique ainsi que des huiles différentes. Le Diet Coke était né. C'était exactement l'invention que les gens de cette génération attendaient. Comme cela doit être agréable de pouvoir boire une boisson gazeuse avec moins de calories et en toute bonne conscience. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. En 1983, le Diet Coke était non seulement devenu la principale boisson sans sucre aux États-Unis, mais également la 4e boisson la plus vendue sur le marché mondial. On peut d'ailleurs noter que Coca-Cola était associé à divers groupes adventistes depuis le milieu du 19e siècle. Les croyants adventistes doivent manger sainement à cause de leur religion. Mais 100 ans plus tard, l'entreprise s'est concentrée davantage et a investi d'énormes sommes d'argent dans l'organisation adventiste ACLN, qui était la première en son genre. Comme vous pouvez le constater, Coca-Cola s'est toujours fait un nom dans le domaine de l'alimentation saine, et c'était sous la fameuse devise « L'exercice est un médicament ». Le fabricant de boissons vend d'ailleurs assidûment ses produits gazeux depuis 2007 en partant du principe que ce que vous mangez n'a pas d'importance tant que vous effectuez suffisamment d'exercices par la suite. Vous comprenez évidemment que c'est un peu trompeur, car cela signifierait qu'on pourrait consommer peut-être 5 boissons gazeuses sucrées par jour et puis parcourir 20 km en vélo et ceci nous permettrait de rester en bonne santé, ce qui est faux bien sûr. L'entreprise prône un mode de vie actif et équilibré, un slogan discutable pour de l'eau sucrée. En concurrence évidemment avec son plus grand rival Pepsi, Coca-Cola décide de commercialiser dans les années 1980 une version de la formule Diet Coke sous le nom de New Coke cette fois, afin de récupérer des bénéfices alors en train de se stabiliser. Cependant, à l'époque, et sans doute en raison de son ascension réussie, l'entreprise a négligé un détail plus qu'important. Ils ont oublié les fidèles consommateurs de Coca-Cola qui aimaient l'ancienne formule ainsi que son goût. Un fait intéressant est qu'un dirigeant de l'entreprise, David Letterman, un jour déclarait avec une totale assurance lors d'une interview « Coca-Cola a décidé de rendre sa formule plus sucrée, nous allons simplement le mélanger avec du Pepsi ». Avec cette déclaration, il a bien sûr contre-attaqué son concurrent Pepsi en disant aux gens « Hey, vous voulez vivre en bonne santé ? Eh bien, Pepsi est plein de sucre, seulement nous vous proposons la seule boisson gazeuse saine. » Mais le problème est que le résultat de cette arrogance l'a frappé en plein visage. Bien avant que les Américains n'essayent le nouveau Coca-Cola, ils détestaient déjà cette boisson. Ils ont comparé le vieux Coca-Cola à un membre bien-aimé de la famille qui avait simplement été tué et remplacé. La colère et la haine sont allées si loin que des milliers d'Américains sont descendus dans la rue pour protester contre la nouvelle boisson gazeuse et ce en faveur de l'ancienne qu'ils connaissaient.
Dans une vague de désillusion, Coca-Cola a commencé à se rendre compte en 1985 que le New Coke ne serait pas populaire et a décidé de revenir à l'ancienne méthode. Rétrospectivement, c'était bien sûr la bonne décision. Une étude de marché réalisée à l'époque avait montré quelque chose qui aurait pu dérouter n'importe quel professeur de Harvard. Les gens savaient que l'ancien Coca-Cola était moins sain et pourtant leur passion de toujours pour les boissons gazeuses l'emportait sur le mode de vie sain et actif. 1989 en Allemagne, l'année de la chute du mur de Berlin. Le peuple avait retrouvé sa liberté. Cette année-là, Coca-Cola inonde le marché allemand. Ce n'est pas surprenant bien sûr car 99% des gens connaissaient déjà ce nom et il a toujours été associé à la liberté ainsi qu'au bonheur. Un autre camion Coca-Cola arrive sur la route et s'arrête devant la foule sous de vifs applaudissements. Coca-Cola, la superstar, est une fois encore de retour. Grotesquement, c'était le cas et c'est toujours le cas aujourd'hui. En 1994, le fabricant de boissons ainsi que ses embouteilleurs employaient 650 000 personnes au total dans le monde et vendaient plus de 685 millions de boissons gazeuses par jour. Coca-Cola a donc connu une croissance énorme et a laissé dans son sillage son plus grand concurrent, Pepsi. On peut donc se poser la question suivante. Comment peut-on construire un empire entier avec de l'eau sucrée et l'entreprise a-t-elle dû marcher sur des cadavres pour y arriver ? Lorsqu'on entend parler de Coca-Cola, on a en tête l'image d'une petite bouteille de Coca-Cola ou même d'une canette rouge de Coca. On pense à l'été au bord d'un lac peut-être, à son effervescence lorsqu'on l'ouvre ainsi qu'au goût indescriptible gazéifié. Boire du Coca-Cola est une expérience, mais Coca ne vend pas seulement du Coca-Cola. En plus du Fanta ainsi que du Sprite, il existe d'innombrables boissons pour sportifs comme le Powerade, des jus de fruits ou des boissons lactées comme le Lift Aftershold ou même de l'eau comme le Dasani ou même l'Apollinaris. Coca-Cola s'est également fait un nom dans le domaine des aliments à base de plantes et ce, en produisant des boissons bien sûr à base de plantes comme le Vio Spritzer. L'entreprise affirme que la recette de son succès réside dans sa formule secrète cachée dans un coffre-fort de haute sécurité. Mais nous avons bien sûr regardé de plus près et découvert que le succès révolutionnaire de Coca-Cola a très peu à voir avec cette fameuse formule magique qui est d'ailleurs publiée sur Wikipédia. Dans une école américaine, un enseignant demande au directeur de remplacer les boissons de la cantine scolaire par des jus de fruits plus sains. Il est par la suite bien sûr choqué lorsqu'on lui dit que cela n'est pas possible car Coca-Cola a signé un contrat avec l'école et paye environ $1 par élève pour déterminer quelles boissons seront proposées aux enfants. Ils se sont imposés même jusqu'à la cantine. Et cette école n'était en fait pas la seule. L'entreprise avait racheté d'innombrables écoles ainsi qu'universités américaines au fil des années et ce totalement dans l'ombre. Un responsable marketing de l'entreprise de boissons a souligné qu'il est beaucoup plus facile d'attirer les clients lorsqu'ils sont jeunes et vulnérables que plus tard lorsqu'ils sont plus âgés et ont formé leur propre opinion. Les jouets produits par Coca-Cola pendant quelques années ont également contribué à conquérir le cœur de petits enfants innocents. Des enquêtes ainsi que des études ont montré que la marque est connue même auprès des bébés. Il semble donc que leur plan ait parfaitement fonctionné. Mais même alors, les informations et les données sur les substances nocives, notamment le sucre, ont commencé à s'accumuler. On savait bien entendu depuis toujours que le sucre fait pourrir les dents, il donne des caries, mais les nouvelles données ont montré les graves effets que cela pouvait également avoir sur la santé, notamment l'obésité, le diabète ainsi que de nombreuses autres maladies. Par exemple, une étude menée auprès des enfants a révélé qu'une seule boisson sucrée par jour augmentait le risque d'obésité de plus de 60% plus tard au cours de leur vie. Et ce n'est pas tout, d'autres données ont commencé à pleuvoir de droite et à gauche. Une autre étude a montré que les enfants qui reçoivent quotidiennement trop de sucre en deviennent tout simplement dépendants et entretiennent une relation malsaine avec la nourriture tout au long de leur vie. Ce fut un coup dur pour Coca-Cola, mais bien sûr, ils savent se défendre. En coulisses, l'entreprise investit des millions de dollars dans des études visant à mettre en doute la relation entre l'obésité, le diabète ainsi que ces boissons gazeuses. Comme vous pouvez l'imaginer, ces études ont tourné en faveur de ceux qui les ont financées. En plus de tout ceci, Coca-Cola a également été impliqué dans des affaires de corruption.
Les responsables gouvernementaux qui se sont prononcés en faveur d'une taxe sur le sucre ainsi que de directives alimentaires plus strictes ont été réduits au silence à coût de millions de dollars. Non seulement ceci, mais en coulisses, des accords ont été conclus pour faire un don aux campagnes de certains politiciens, et ce, s'ils accordaient un traitement spécial à Coca-Cola. En Angleterre, on découvrit alors que l'eau d'Assani provenait d'une source locale et était mise en bouteille ainsi que vendue à des prix exorbitants. Coca-Cola s'est défendu en affirmant que l'eau devait passer par un certain processus de purification avant d'être mise en bouteille, ce qui faisait bien sûr augmenter le prix. Cependant, l'accusation de vendre l'eau du robinet chère est bien maintenant ancrée dans les esprits et a nui à leur réputation. Un nouvel épisode est en 1999, lorsque des enfants belges ont commencé à tomber malades après avoir bu du Coca-Cola. En conséquence, tous les produits Coca-Cola en France ont également été rappelés. La raison à ceci, de l'eau contaminée. Plus de 100 personnes sont tombées malades en Belgique à cause de boissons gazeuses sales, et c'est pourquoi Coca-Cola a cessé d'y être vendu. Peu de temps après est survenu un nouveau drame. En Inde, l'entreprise a été accusée de polluer les eaux souterraines ainsi que les rivières avec ses eaux usées. À l'époque, Coca-Cola avait admis qu'il y avait un problème avec les eaux usées, mais avait promis par une poignée de main de trouver une solution. Cependant, plus tard, les tests se sont poursuivis et ont révélé la présence de résidus de boue toxiques produites par les sociétés Coca-Cola. Rien n'avait été résolu. Cela a tué de nombreux animaux et détruit les moyens de subsistance des villages indiens aux alentours, car dans de nombreux endroits, les agriculteurs ne pouvaient plus cultiver de nourriture sur leurs terres. Alors, comment ont-ils pu s'en sortir ? Ils ont fait pression, du lobbying. En 2015, Coca-Cola a soutenu un total de 96 organisations de santé aux côtés de Pepsi pour une valeur de 6 millions de dollars américains. Bien sûr, il ne s'agissait pas des intérêts sanitaires et de population, mais bien pour faire entendre raison aux sceptiques et critiques et surtout les faire taire. Un habitant a raconté plus tard: avant l'arrivée de l'entreprise, tout allait bien, mais 6 mois après le démarrage de cette entreprise, le goût de l'eau a complètement changé. Dans un autre témoignage, certains enfants locaux ont déclaré: quand nous nous baignons dans la rivière, tout notre corps nous brûle et nous démange. L'empreinte environnementale du fabricant de boissons populaires s'est ensuite aggravée. Coca-Cola a également mis ses boissons en bouteille dans des zones touchées par la sécheresse, comme certaines parties du Mexique. Les responsables ont blâmé l'entreprise pour les sécheresses ainsi que le déclin de l'eau potable accessible là-bas, et ce, devant la caméra. Qui a été surpris par ceci ? Le président mexicain, entre 2002 et 2006, était auparavant administrateur de la société Coca-Cola. Cela a permis donc à l'entreprise de contaminer l'eau et même la voler aux autochtones sans que personne ne leur dise rien. 300 000 mètres cubes d'eau y sont pompés chaque année pour produire cette boisson gazeuse. Peut-être une preuve de plus que Coca-Cola bénéficie d'accords douteux avec des politiques ? Il y a 4 ans, le ministère mexicain de la Santé a déclaré une urgence épidémiologique. Selon des enquêtes en 2018, plus de 75% des adultes mexicains sont en surpoids ou proches du poids qu'on considère obèse. L'ampleur de cette situation ne peut être comprise que lorsque l'on réalise que le taux de diabète au Mexique est le plus élevé du monde entier et qu'un adulte sur 10 souffre de diabète sucré. Aujourd'hui, 100 000 personnes meurent du diabète. De plus, de nombreux patients n'ont pas forcément les moyens de se faire soigner correctement. Coca-Cola n'a d'ailleurs pas fait de commentaires à ce sujet. Pour en revenir au groupe de pression, dans ce cas également, Coca-Cola parraine l'association mexicaine du diabète pour qu'elle reste calme et se taise. Mais pourquoi les Mexicains boivent-ils autant de Coca-Cola alors ? Le sociologue Alfaro Arguello souligne que la principale raison est le manque d'eau potable. C'est un problème sérieux, surtout au Chiapas. Les politiciens mexicains se battent désormais pour sauver les gens de cette situation, mais étant donné les taux élevés de maladies ainsi que d'obésité, il est déjà trop tard. On peut en fait que deviner pourquoi les responsables n'ont rien fait pendant toutes ces années, et je pense que vous avez votre propre idée également. Dans les années 1990, Coca-Cola a de nouveau fait la une des journaux négatifs lorsqu'un propriétaire de magasin mexicain a déclaré que l'entreprise de boissons refuserait de lui fournir du Coca-Cola à moins qu'elle ne supprime toutes les boissons alternatives de ses étagères. Au Brésil, Coca-Cola a installé de nouveaux distributeurs automatiques qui régulaient les prix électroniquement en fonction de la température. Plus il faisait chaud, plus un Coca-Cola coûtait cher.
Coca-Cola a probablement atteint l'apogée de ses scandales en 2003 lorsqu'a été lancée une campagne intitulée « Stop Killer Coca-Cola » affirmant que l'entreprise était responsable de l'assassinat de syndicalistes en Colombie. Bien entendu, Coca-Cola nie tout ceci en bloc et nous n'avons trouvé aucune preuve à ce sujet, mais ce qu'on sait, c'est que depuis 1989, d'innombrables syndicalistes d'entreprises employées en Colombie ont été assassinés ou ont reçu des menaces de mort dans d'étranges circonstances. Encore une fois, toutes ces histoires ont été impossibles à prouver, mais Coca-Cola apparaît toujours quelque part dans les documents. Et également, le droit international du travail a intenté une action en justice contre Coca-Cola en 2001, alléguant que l'entreprise avait publiquement intimidé des travailleurs syndiqués en Colombie et menacé de les torturer, de les kidnapper et même de les tuer. Mais les syndicalistes avaient toutes les raisons de rendre cette affaire publique, étant donné que les travailleurs colombiens ne gagnaient que $15 pour une journée de 15 heures au total. D'anciens employés de l'entreprise guatémaltèque ont également porté plainte contre l'entreprise Coca-Cola quelques années plus tard. Ils ont affirmé que eux-mêmes ainsi que leurs familles avaient été victimes de violences dans les usines d'embouteillage. Il y a également eu des enlèvements, des tortures ainsi que des meurtres. C'est allé si loin que dans certaines régions d'Amérique latine, la boisson Coca-Cola était surnommée « The Spark of Death » ou en français « l'étincelle de la mort ». Passons maintenant aux allégations de travail des enfants. Comme l'a dit un jour Asa Kendler, le plus beau visage que nous voyons est celui de l'enfant au travail. Plus l'enfant commence à travailler jeune, plus il est beau. Une déclaration assez déroutante. Coca-Cola a bien sûr toujours été un gros acheteur de sucre dont elle a besoin pour produire sa boisson gazeuse. La majeure partie de ce sucre provient du Salvador et est récoltée à partir de la canne à sucre. Les enfants y travaillent toute la journée dans une chaleur étouffante, coupant la canne à sucre avec des machettes tranchantes et dangereuses. Coca-Cola nie également bien sûr ces accusations. Cependant, aucune preuve n'a encore été trouvée démontrant cette fois qu'elles étaient fausses. Bien sûr, on pourrait continuer avec d'autres scandales liés à Coca-Cola, comme par exemple l'empêchement de l'introduction de taxes sur les boissons gazeuses sucrées au Mexique, ou le cas plus actuel de Lüneburg, où la ville a engagé totalement une lutte contre Coca-Cola parce que l'entreprise y exploite la source d'eau souterraine et la vend comme de l'eau plus chère en prétextant des coûts de production. Coca-Cola y pompe chaque année 350 000 mètres cubes d'eau souterraine à cette source. Ou encore, que dire des accusations de racisme contre l'entreprise après qu'elle ait écrit sur une pancarte lors d'une séance de formation à des employés « Essayez d'être moins blanc ». On peut également mentionner un autre drame en Irlande du Nord cette fois, où la boisson gazeuse a également pris un gros coup au moral après la découverte de traces de déchets humains, de matière fécale dans le Coca-Cola et l'ouverture d'une nouvelle enquête policière. On pourrait bien sûr continuer ainsi pendant un certain moment, il y a bien d'autres choses à dire. Cependant, on est conscient que toute grande entreprise dont l'histoire s'étend sur autant de décennies sera mêlée à un scandale quelque part à un moment ou à un autre. Parfois sûrement, mais pas toujours. Chaque entreprise a bien sûr des hauts et des bas. Coca-Cola était ou reste peut-être le même, une simple boisson à base de sucre ainsi que de l'eau, avec un nom qui reste dans tous nos esprits car il a le pouvoir de capturer des souvenirs et même d'influencer les pensées et les sentiments. Alors, qu'en dites-vous ? Quelle est votre opinion sur le Coca-Cola ? Est-ce que vous en consommez peut-être personnellement ? Ceci étant dit, je vous invite maintenant à nous soutenir avec un abonnement complètement gratuit afin que nous puissions vous raconter d'autres histoires sur les entreprises de notre époque encore plus captivantes les unes que les autres. Cliquez sur la vidéo ci-dessous et laissez-nous vous catapulter du canapé vers le passé.